Le 4 juin 2016, je quitte la maison de mes parents, située dans le petit village de Toussus-le-Noble, dans les Yvelines. J'ambitionne de rejoindre la ville espagnole de Saint-Jacques-de-Compostelle, à 1800 km de là. Je rêve. Je prévois à peine 4 semaines de marche. Bon, alors je conviens de rejoindre Osgore dans les Landes. Je dois parcourir 35 km par jour en moyenne, je calcule. Je n'ai jamais marché de ma vie, jamais aussi longtemps. En 4 semaines, je trace 800 km jusqu'à mon objectif. Je souffre tellement que mes jambes se déforment. Le soir, je me retrouve évanouie dans le lit de mes hôtes. Allez, je te raconte quelques étapes marquantes ici. Étape 1. Toussus-le-Noble, Rambouillet. 30 km à pied, Yvelines. Ma randonnée commence le plus simplement. Je quitte Toussus à 9h45 du matin. Je prends les escaliers pour descendre dans la vallée de Chevreuse. Il bruine. Je longe la rivière Yvette qui vient de retrouver son lit après des nuits d'insomnie. Oui, tu sais, c'est juin 2016. Il y a des inondations partout en France. Je quitte la ville de Chevreuse en longeant les voitures du samedi. Je renonce à ma pause pipi, craignant de me faire piquer le derrière, parce que je suis entourée d'abeilles. Je longe la départementale la plus longue du département, sans croiser personne à pied. Je prends la piste cyclable à contresens pour anticiper le danger. Le bitume m'assomme la plante des pieds. J'oublie de prendre en photo les 15 derniers kilomètres qui ont raison de mes pieds, de mes jambes, de mon dos, de ma tête. J'arrive à Rambouillet à 18h. Je m'installe dans l'église pour attendre mon hôte. Les rambolitains et rambolitaines rejoignent l'église pour assister à la messe qui va commencer. Mon hôte et moi nous éclipsons pour entrer manger un bon plat de pâtes. Je prends l'ultime décision de me coucher à 21h. Bilan sexiste de l'étape 1. Je me suis fait klaxonner 3 fois. Je n'ai pas dormi dans la paroisse car le curé a peur que je me fasse agresser par des SDF la nuit. On m'a dit à 2 reprises que je n'irai pas plus loin car je ne suis pas assez mature. Étape 2. Prunay, Chancey. 10 km à pied, plus 17 km en stop, Indre et Loire. Je patauge de nouveau dans la gadoue. Il a plu tout le matin de 8h à 13h. Recouverte de mon poncho, j'avance sur la départementale à la vitesse de mon voisin l'escargot. Mes 2 cannes me sauvent la mise. Entre le Loir-et-Cher et l'Indre-et-Loire, les trains ont toujours une locomotive. Il s'est arrêté de pleuvoir entre 11h et midi. Je me suis assise au pied d'un tronc d'arbre pour soulager mes pieds qui me font souffrir. J'arrive à Château-Renaud pour l'heure du déjeuner. La ville n'est pas très belle, et j'échoue dans une brasserie sans charme où m'attend un délicieux moule frit tout à fait local. J'ai les pieds mouillés et mes 2 bâtons qui m'attendent sur le trottoir. Je décide de faire du stop pour rejoindre mon point de chute de la journée, le château de Valmer. C'est une femme d'Amboise qui m'y dépose après m'avoir raconté comment son ancien lieu de travail à quelques kilomètres d'ici a été victime d'un crash d'avion militaire il y a tout juste 1 an, qui a fait 1 mort. En arrivant au château de Valmer, je me retrouve face au jardin, car le bâtiment en question a disparu dans un incendie en 1948. Il pleut à nouveau. Je loge dans un bâtiment antique. Les tapisseries de ma chambre datent des années 1950. J'entreprends de laver mes chaussettes sales à la main dans un lavabo, mais la crasse est tellement incrustée que je renonce à leur redonner une couleur blanche. Je ressors pour visiter les jardins du château disparu. C'est très joli, mais pas du tout restauré. De retour à l'intérieur, je décide de prendre un bain, mais la bonde ne ferme pas et la baignoire se vide en 10 minutes. J'enduis mes pieds de crème et je couvre d'un pansement ma belle cloque en décomposition.
Je fais cuire mes pâtes dans la cuisine silencieuse. Je mange seule avec vue sur les douves du château. Je ne croise personne dans les couloirs, à croire que le mec que j'ai vu il y a quelques heures a disparu. Nous ne sommes que 2 à dormir là ce soir. Il doit y avoir des souris dans les murs, j'entends des grincements dedans et des ululements dehors. Bilan sexiste de l'étape 2. Les femmes me prennent en stop, mais pas les hommes. Dans les familles qui m'accueillent, seule la femme cuisine. Toujours personne ne me croit capable de marcher 30 km par jour. Je me range à la vie générale, c'est trop, mes pieds ne supportent pas le choc. Je décide donc de faire une pause dimanche 12 juin 2016. Je ne marchais pas jusqu'à Tours, j'y roulerai. J'ai touché le fond, trahi toutes les promesses du pèlerin, de la pèlerine, je n'en suis que l'ombre. Étape 3. Vouneuil, Poitiers, 23 km à pied, Vienne. Ce matin, je quitte mes hôtes de bonne heure à 7 heures. Non sans un pincement au cœur lorsqu'ils me demandent 30 € et que je ne leur en donne que 10. Heureusement que leur accueil est bénévole, lol. Je dois rejoindre la bourgade de Dissay à 10 km de là par la départementale. Le temps de taper du goudron et de me faire mal aux pieds. Le temps est très mauvais. Je décide de rentrer dans le bois pour faire une pause pipi, mais une famille de sangliers me met dehors. Lorsque je m'allonge dans l'herbe près de la route pour me reposer vers 10 heures, une femme descend de voiture croyant que je suis inconsciente. Je la rassure. Elle est déjà repartie. Je rejoins l'antique voie romaine qui relie Châtellerault à Poitiers. Je vais la longer pendant plus de la moitié du trajet. À un moment, j'aperçois le futuroscope à l'horizon. Au croisement de la Croix-Blanche, je suis rejoint par Michel, la Canadienne, que j'avais rencontrée à Tours dimanche. Nous tombons sur une borne qui porte l'inscription eau potable, mais nous ne trouvons pas le moyen de la faire fonctionner. Michel marche vite et je peine à suivre son rythme pendant 1 heure. Je finis par la lâcher. Je fais une pause déjeuner sur l'herbe, profitant d'une éclaircie. Mais après 1 heure, l'orage éclate et c'est le déluge. Je m'abrite dans la grange d'un couple qui m'invite cordialement à y rester. Je repars pour Poitiers, sous la pluie, mais les pieds encore secs. Je trouve une nouvelle borne eau potable, qui tombe à pic car je vais manquer d'eau. Ce qui est un comble vu le temps de merde, mais toujours impossible de deviner comment l'engin fonctionne. Après 20 km, j'arrive à Buxerolles, au nord de Poitiers. Encore des champs, des vaches, des sous-bois en pleine ville. Nouvelle averse, je serre les fesses. Je suis soulagée d'atteindre, peu après 16 heures, mon toit pour la nuit, cette charmante résidence pour jeunes travailleurs à 3 km du centre de Poitiers, nommée Kennedy. Une tour jamais rénovée depuis les années 1970. Je mendie une casserole pour faire cuire mes pâtes et une voisine me donne quelques tomates pour assaisonner mon plat. Je me couche à 21h pétante sans plus aucune douleur. Étape 4. Bro-Margaux. 25 km à pied en Gironde. J'ai pris un coup de vieux sur l'estuaire de la Garonne, un coup de massue derrière la tête, bien sur les cervicales. L'eau était saumâtre et l'air si lourd, je suffoquais. Avant ça, j'ai marché 15 km le long de la départementale depuis le camping de Bro et Saint-Louis jusqu'au port de Blaye. J'ai déjeuné dans un restaurant sans goût ni couleur le long de la route. J'ai mal dormi à cause des orages qui pleuvaient sur mon mobil-home la nuit. J'ai rencontré personne, mais on m'a klaxonné 7 fois. Sur la route, j'ai vu un castor et un furet écrasés. Au loin, la centrale nucléaire de Blaye. J'ai pris le ferry pour traverser l'estuaire de la Garonne entre Blaye et Lamarque. Il y avait pas mal de pèlerins et pèlerines à mes côtés, mais je ne leur ai pas parlé. Des motards aussi et des camping-caristes anglais et belges. La vue sur l'estuaire fait plaisir. Une petite croisière pour 2,70 €, je reviendrai. Après le bateau, j'ai traversé les marais un peu pressés. Un monsieur m'a téléphoné en m'affirmant que j'étais recrutée en apprentissage chez RFI. Je lui ai dit que c'était faux parce que je n'avais passé aucun entretien, parlé à personne. On ne s'est pas très bien compris et doit me rappeler lundi. Dans la forêt marécageuse, le pont était effondré et j'ai pataugé dans la boue. Des dizaines, des centaines de moustiques m'ont attaqué au même moment. J'ai dû courir 2 kilomètres pour m'en débarrasser. Parfois, je les écrasais avec ma paume de main, mais ils revenaient à la charge. Je me suis complètement perdue et j'ai dû reprendre la départementale pour rejoindre Margaux, mon étape du soir. Mon genou gauche a failli lâcher.
À la supérette, la patronne m'a demandé si je n'avais pas peur de faire le chemin, de faire du stop, etc. Elle m'a interrogée. « Mais vous êtes toute seule ?» Et sans attendre ma réponse, « Non !» L'arrivée dans le Médoc est belle, des vignes à perte de vue. Pas très pratique pour se cacher pour faire pipi, elles sont toutes alignées, a remarqué l'une de mes hôtes. Moi, ça me dérange pas. Arrivée au gîte de Margot, je me suis déshabillée et un monsieur m'a vue toute nue sortir des toilettes. À peine gêné l'adulte. J'ai 22 ans. Étape 5. Vieux Boucau Osgore. 15 km à pied. Lande. Je n'ai plus rien à dire, c'est terminé. Il n'y a plus rien d'Osgore que le bronzage sur mes mains. Quelques souvenirs d'une ultime étape dans la grisaille landaise. Les derniers 15 kilomètres sont douloureux, le sac à dos se fait lourd, je m'arrête dans les fougères. La nostalgie de 2012. Lorsque j'étais en vacances, à Osgore, et déçue par la ville. Les touristes sont déjà arrivés. Il y a plus de vélos que de piétons. Je mange sans faim des crustacés, je bois un Monaco, je dévore 3 churros. Impossible de me baigner, l'eau est froide, il bourrine. Allongé sur la plage centrale, je remplis 25 cartes postales d'un trait. J'attends que les surfeurs disparaissent de mon champ de vision, puis je rentre dans les terres. Je prends le bus pour Bayonne, puis le train de nuit pour Paris. Je m'endors pour ne pas sentir mes pieds, aisselles et voisins. Le métro parisien est glauque au petit matin, il fait 10 degrés de moins. Compostelle, c'est terminé. Je rentre à la maison en attendant de repartir. Tu viens d'écouter la première partie de mon périple vers Compostelle réalisé en 2016. J'en suis très fière, mais plus jamais. Plus jamais je ne marcherai 30 km par jour. Plus jamais. Je ne t'ai raconté que 5 étapes, mais en vrai, il y en a eu 28. Je repars 2 ans plus tard, au printemps 2018. Cette fois, je vais terminer le chemin de Compostelle, j'y crois. Je commence à marcher le 2 avril 2018, depuis Osgore, en direction de la frontière espagnole. Je me tape encore les interminables forêts de pins typiques des Landes. Je passe de Hendaye, en France, à Irún, en Espagne, sans difficulté. J'angoisse d'oublier tout mon espagnol. Je peine à aligner 3 mots. Après tant de nuits passées chez des hôtes plus ou moins aimables en France, je découvre les refuges bon marché, voire gratuits, du chemin de Compostelle en Espagne. Je rencontre des dizaines, des centaines de pèlerins et pèlerines, alors que j'en ai croisé si peu en France. Après avoir emprunté la voie de Tours dans mon pays, je choisis le chemin du Nord, le Camino del Norte, en Espagne, qui longe l'océan Atlantique pour rejoindre Saint-Jacques de Compostelle, 1000 km plus loin. Je traverse le Pays Basque et c'est un enchantement. Il pleut mais je jouis des paysages et des rencontres. Je ne parcours que 15 km par jour en moyenne. Après 2 semaines, j'arrive à Bilbao. C'est le moment que choisit mon employeur, l'agence France Presse, pour me rappeler à Paris. On me propose un CDD de 2 semaines dans la capitale. Je suis journaliste, je suis flexible, j'accepte ces conditions. Je m'extrais difficilement du chemin catholique une fois de plus. Je remonte en bus à Paris. 1 an et demi passe. C'est décidé. En 2019, je termine le chemin de Compostelle. Le 4 septembre, je retrouve Bilbao et m'élance en direction de la ville sainte. Il me reste 700 km à parcourir. Je ne travaille plus à l'agence France Presse. Je vais pouvoir m'investir enfin. Je marche 1 mois et demi. Cette fois, je dédie mon chemin à une cause féministe. Je marche 700 km pour dénoncer les féminicides. Au 4 septembre 2019, 100 femmes sont mortes assassinées par leur conjoint ou ex depuis le 1er janvier. Ce chiffre augmente plus vite qu'en 2018. Les féminicides par compagnon ou ex progressent en France. Le gouvernement ne prend aucune mesure d'envergure pour empêcher ces crimes. Les agents de police n'accueillent pas dignement les femmes victimes de violences. Les tribunaux ne jugent ni ne condamnent justement les auteurs de violences. Les lois ne sont pas appliquées et les femmes meurent tous les 2 jours en moyenne. Moi-même, victime de violences sexistes et sexuelles, je ressens la rage, l'injustice et le désespoir. J'achète un t-shirt arborant le slogan féministe « Ni una menos, pas une de moins » en espagnol. Je prends mon sac à dos et mes bâtons de marche et j'avance avec toutes ces femmes en tête. 45 jours d'efforts m'attendent.
Je dédie mon chemin à toutes les victimes de féminicide. Je l'inscris dans mon travail de journaliste. Je tiens à diffuser mon histoire et celle des femmes à toutes les personnes que je rencontre. Je demande au gouvernement français d'agir urgemment pour empêcher un crime de plus. En Espagne, cela a été fait et le nombre de féminicides a diminué fortement. Je te lis quelques extraits de mon journal de bord. 9 septembre 2019. Je randonne sur la plage. Je grimpe sur la montagne. Je danse sur l'eau. Je ne souffre plus, je me sens puissante. 14 septembre 2019. Je découvre la touristique bourgade de Santillana del Mar. Séjour de mariage, je plains la mariée. Je pense au 94e féminicide de l'année 2019. Euphémie, 49 ans, tuée par son mari Jacques, 81 ans, d'une balle de fusil de chasse dans la tête. 28 septembre 2019. Je traverse le brouillard puis la forêt par 8 degrés Celsius. Je cueille un grand champignon et ramasse des noisettes. J'évite le pèlerin hollandais Martin car il me mansplain. Les derniers kilomètres de goudron me terrassent, mon genou droit gonfle. 29 septembre 2019. Je parcours 27 kilomètres en 8 heures. À midi, j'atteins 1200 mètres d'altitude sous la pluie et le vent glacial. Je cours, je chante, je glisse sur les cailloux. Je suis heureuse d'avancer dans la tempête, car aujourd'hui, aucune femme n'est morte tuée par son ex ou son conjoint. 30 septembre 2019. Je randonne avec les pieds mouillés, car mes chaussures refusent de sécher. De 900 mètres d'altitude, je passe à 200 mètres. Mes genoux souffrent dans la descente. Je découvre le barrage de Grandas de Salimé et son lac immense. 12 octobre 2019. J'arrive à Saint-Jacques-de-Compostelle après 10 petits kilomètres. Je pénètre dans la vieille ville et m'émerveille devant la cathédrale. Je retrouve mes amis et assiste à la messe des pèlerins et pèlerines. Je pense aux femmes victimes de féminicide et aux 1800 kilomètres derrière moi. Je me sens vide et épuisée. Le 13 octobre 2019, je rentre à Paris, après 1800 kilomètres de marche discontinue à travers la France et l'Espagne. En 3 ans d'efforts, j'ai relié ma ville à Saint-Jacques-de-Compostelle, haut lieu de pèlerinage chrétien. Je ne suis pas catholique, je ne suis pas croyante, je me sens forte et fière. Mais le 31 octobre 2019, j'enregistre ce dernier message mitigé sur mon dictaphone. Donc je suis revenue à Paris. En fait, j'ai fini le chemin de Compostelle le 12 octobre et donc j'ai fait 40 jours de marche de Bilbao à Compostelle. Et en fait, j'ai pas un très bon souvenir. J'ai gardé un excellent souvenir de ma première marche vers Compostelle. 800 bornes alors que j'avais souffert comme un martyr, que c'était vraiment très difficile et que c'était pas spécialement joli. Mais j'étais dans un bon moment de ma vie, enfin j'étais de bonne humeur et j'étais positive et je sais pas, c'est la première fois que je marchais toute seule et j'ai un bon souvenir de ça. J'ai un aussi bon souvenir mais différent de ma deuxième marche vers Compostelle, c'était en 2018, et là j'ai marché 15 jours dans le Pays Basque et il a beaucoup plu mais j'ai trouvé le Pays Basque vraiment magnifique. J'ai eu un coup de cœur et j'ai rencontré des gens vraiment super cool. Enfin, j'ai vraiment un bon souvenir. Et là, ces 40 jours de marche, en fait, je sais pas, j'ai pas un bon souvenir en fait. C'est assez difficile à dire. Ça s'est bien passé, il n'y a pas eu de problème. Et je suis super fière de moi d'avoir atteint mon objectif. Mais c'était quand même difficile de marcher tous les jours pendant 40 jours. À la fin, j'en avais marre. À la fin, je suis tombée malade et
Et en fait, j'ai pas trouvé ça... Enfin, j'ai pas été très réceptive en fait à la beauté. Il y avait plein d'endroits magnifiques que j'ai traversés. Et j'ai vraiment profité de l'instant présent à ces moments-là. Mais j'ai pas un souvenir impérissable. Alors, je sais qu'objectivement c'était très beau et que je conseillerais, mais ça restera pas dans ma mémoire. Voilà, je sais pas, c'est bizarre. Et puis après, il y a le fait que je suis tellement misandre aujourd'hui que marcher pendant 40 jours avec des mecs sexistes, enfin ça me... Ou même pas forcément sexistes, enfin juste des mecs, ça m'insupporte en fait, je ne les supporte pas. Je ne supporte plus les hommes et j'étais dans un état d'esprit négatif par rapport à eux et du coup, bah, prophétie autoréalisatrice, genre... Enfin, c'est pas que c'est autoréalisatrice, c'est que forcément avant je voyais pas le sexisme partout, j'avais l'impression que c'était des faits isolés, que c'était rare et même des fois j'en avais pas conscience, je mettais pas un mot dessus. Au final je me suis fait autant harceler sur mon premier Compostelle que sur mon dernier, alors que j'ai rencontré beaucoup plus de gens sur le dernier, mais ça m'a beaucoup plus fait chier sur le dernier quoi, parce que je vois plus que ça en fait. Et en fait, c'est passé plein de trucs et j'ai écrit un article dessus, mais il y a eu ces mecs qui m'ont mansplainé tout le chemin pour m'expliquer ce que je devrais faire, quelles précautions je devrais prendre, je devrais marcher plus, je devrais marcher moins, voilà, est-ce que je vais vraiment y arriver, tous ces mecs aussi qui m'interrompent, m'interrupting. C'est-à-dire, je suis dans un endroit beau, je suis assise en train de pique-niquer, ou je sais pas, juste de profiter du paysage, et il y a un mec sorti de nulle part qui arrive, que je connaisse ou pas, qui s'assoit à côté de moi, qui commence à me faire la conversation, ou juste qui se rapproche de moi, un peu menaçant pour regarder le paysage, alors que je le connais pas. Mais ça m'est arrivé plein de fois. Pareil, je prends un chemin, je fais un détour pour aller, je sais pas, au supermarché ou à la pharmacie. Il y a toujours un mec sorti de nulle part qui va me héler pour me dire tu t'éloignes du chemin, reviens. Voilà. Ensuite, la drague, le harcèlement, on appelle ça comme on veut, insupportable. Il y a même un mec de 50 piges qui a essayé de m'embrasser parce que je sais pas, il pensait qu'il y avait moyen. Voilà, après il y a les trucs beaucoup plus dégueux, genre je me mets sur un exhibitionniste pour la première fois de ma vie. Enfin, j'ai pas l'impression que ça m'est arrivé des masses de fois, mais peut-être aussi je n'avais pas conscience avant, que j'ai fait un déni, je sais pas. Et je tombais sur un exhibitionniste à la sortie d'un refuge à Santander, donc j'avais commencé depuis une semaine. Ça m'a vraiment gâché en fait dès le début le voyage. Donc un mec qui se masturbe vraiment bite à l'air devant l'auberge. Le mec il attend les pèlerines tous les matins, bite à la main quoi. Enfin dégueulasse. On appelle la police on en a rien à foutre. Et après je me suis fait klaxonner. Un jour j'ai vu passer une voiture, le mec il m'a fait un signe obscène avec les mains genre cunilingus. En me klaxonnant, enfin voilà, que des trucs comme ça. Et puis le mec a essayé de m'embrasser, par la suite il m'a harcelé de messages, il m'a suivi dans les refuges, il m'a fait chier et globalement en fait ça m'a saoulée que tout le monde me dise tout le temps pourquoi tu marches pas plus, parce que je faisais que 15 bornes par jour parce que je voulais prendre mon temps et franchement j'ai vraiment pris mon temps et la moitié de la journée j'étais juste en mode détente, yoga, repos, bouffe et en fait je vivais ma meilleure vie hein, mais tout le monde, enfin en fait je pense que j'ai pas un bon souvenir parce que dans mes interactions avec les gens j'ai retenu beaucoup de négatifs. J'ai rencontré des gens très bien avec qui je me suis bien entendue, mais les personnes desquelles j'étais le plus proche c'était des mecs et ils m'ont toujours déçue en fait. Ils m'ont toujours saoulée au bout d'un moment.
Alors que les rares femmes à qui j'ai parlé, peut-être qu'elles m'ont saoulée, mais je l'ai pas retenue. Et franchement, elles étaient bien moins chiantes. Et malheureusement, je leur ai pas assez parlé pour qu'on devienne amis. Donc, j'ai vraiment pas fait les bons choix. Et ah oui, et aussi un mec, je sais plus comment il s'appelle, mais qui est Martin, qui était trop chiant. Donc ce mec, on commençait à se draguer, à marcher ensemble, et en fait, il a commencé à me mansplainer, mais d'une force, c'est-à-dire à vouloir tout savoir sur ma vie, à me faire parler, et ensuite à me donner des grandes leçons de vie, genre tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, tu fais des mauvais choix, enfin, à essayer de me faire culpabiliser sur ce que je faisais ou quoi, alors que moi, il me racontait sa vie et que je lui donnais aucun conseil, je lui disais pas ce que j'en pensais, j'émettais pas de jugement. Et donc, ça m'a énervée. Et je lui ai dit, et après il m'a dit merci, il m'a remercié, enfin il s'est même pas excusé, il m'a remercié parce que, en effet, il m'avait mansplainé, que je lui rendais un service de lui dire, comme ça il allait grandir, et d'ailleurs je devrais en faire autant, tout en continuant à me mansplainer, donc juste insupportable. Et après, je suis partie, le lendemain je l'ai évité, je suis partie, on a marché séparément, et à un moment je me suis posée pour me reposer, et le mec est arrivé, et m'a encore tenu la jambe pendant une demi-heure, voulait s'asseoir avec moi, machin, j'ai dû vraiment lui dire 4 fois que je voulais marcher seule, voilà. Et après j'ai fini par l'ignorer le soir même quand je l'ai revu, mais pareil, il reva à l'attaque. En fait, je mets que sur des mecs chiants. Et en fait, j'ai l'impression que je les attire maintenant que tous les mecs me saoulent, j'ai l'impression que j'attire les pires. Et puis il y a aussi un autre aspect du chemin, c'est que j'ai fait ma marche, j'ai dédié ma marche aux victimes de féminicide, donc tous les jours sur les réseaux sociaux, je postais un message en mémoire d'une femme victime d'un féminicide, et je dédiais ma marche du jour à cette femme. Et il y avait j'avais l'impression d'avoir un fil à la patte, en fait, de devoir tous les jours poster sur les réseaux sociaux, donc ça me prenait un temps fou, et c'était trop chiant. Et puis aussi d'avoir ce boulet à la patte, genre extrêmement déprimant de penser à une femme qui est morte sous les coups de son conjoint. Enfin, ça m'a mis dans une atmosphère un peu glauque. Et puis après, il y a des médias qui ont commencé à m'interviewer parce que ça les intéressait, ma marche, et ça me faisait trop plaisir, mais en même temps ça m'a pris un temps fou, et ça m'a fait stresser. Et mais en fait, concrètement, il s'est rien passé de grave, il n'y a pas eu de problème. En fait, ça s'est bien passé. 99% du temps, j'étais seule, tranquille, personne me faisait chier. Et j'ai marché toute seule. Mais puis en fait, j'ai aussi rencontré des gens géniaux, genre notamment des couples jeunes. J'ai vraiment rencontré des personnes géniales, et même à la fin, j'ai retrouvé des gens à Saint-Jacques que j'avais complètement oubliés. Mais on va dire que le problème, c'est que les bonnes rencontres, je les ai oubliées parce que je suis pas restée suffisamment longtemps avec les personnes pour m'en rappeler, et puis parce qu'il n'y avait pas de choses notables à retenir, vu que ça s'était bien passé. Mais les mauvaises rencontres, ça, je les retiens toute ma vie, quoi. Donc c'est très chiant, la sélection que fait mon cerveau. Et donc ça s'est bien passé, ma marche, les 40 jours, mais j'ai pas eu de problème. En plus, je me suis vraiment écoutée, j'ai changé d'avis plusieurs fois, je me suis laissée tenter par le Primitivo, j'ai abandonné l'idée d'aller Finistère à la fin, j'ai changé d'étape un peu tous les jours au lieu d'aller dans les refuges qui étaient prévus. J'étais vraiment hyper flex, c'était trop agréable de faire vraiment ce que je voulais. Et mais en même temps, voilà,
ça me laisse un goût amer dans la bouche. J'ai l'impression de quelque chose, pas d'inachevé, j'ai fini, mais de frustrant, quoi. J'ai trouvé ça frustrant, en fait, la dernière partie de Compostelle, parce que, enfin, je pense que la raison principale pour laquelle ça m'a saoulée, c'est qu'il y avait trop de monde, en fait. Et pourquoi j'ai adoré Compostelle au début, même la deuxième année, c'est parce qu'il y avait quasiment personne, que je voyais quasiment personne, et que, enfin, moi, je marchais seule, mais vraiment seule. Ça me donne un sentiment de puissance, un sentiment de liberté totale, et je suis euphorique. Mais là, en fait, tous les jours, je marchais, et tous les jours, il y avait des gens qui me dépassaient, tous les jours, je dépassais des gens. J'avais l'impression d'être sur une autoroute, mais tout le temps, en fait. Et en fait, peut-être que les personnes qui ont commencé directement en Espagne, ça les choquait pas, parce que elles ont connu que ça, et donc et puis en fait elles tenaient à faire des rencontres, donc tant mieux pour elles. Mais moi, ce que j'aime vraiment, c'est être seule, et c'est très difficile à accepter, mais j'aime vraiment être seule. Et donc quand je suis partie de Paris, j'ai marché seule pendant 1 mois, et c'est ça que j'ai vraiment aimé. Et là, pendant 40 jours, en fait, il y avait un monde fou, vraiment. Et quel que soit le chemin que je prenne. Et donc je pense que c'est ça, en fait, qui m'a vraiment saoulée. Et en fait, les gens, ils comprennent quand je dis moi je marche seule, donc ils insistent pas que je peux marcher seule, mais je vais forcément les revoir à un moment ou à un autre. Et c'est ce qui se passait avec les mecs qui me saoulaient, c'est-à-dire j'avais l'impression qu'à partir du moment où ils me saoulaient, en fait je retombais tout le temps sur eux, alors qu'inversement, les personnes que j'aimais bien, je les ai perdues, quoi. Donc moi je me rappelle notamment de 3 couples de jeunes, je les adorais. J'aurais bien aimé qu'à la fin, à Compostelle, on se retrouve par hasard. Mais non, à la fin, à Compostelle, qui est-ce que j'ai rencontré au bureau des pèlerins? Le vieux pervers de 50 piges qui avait essayé de me rouler une pelle. Donc voilà, après je te parle même pas des mecs dans les auberges qui choisissent le lit à côté de moi pour se rapprocher de moi, des mecs qui me caressent l'épaule alors qu'on se connaît depuis 2 minutes. Mais bon, c'est quand même rarissime. Genre la plupart, ils étaient trop gentils et ouais, moi, ce que je retiendrai vraiment de Compostelle cette année, c'est que j'ai appris que je ronflais. Et que j'ai eu un traumatisme quand le mec, Théodore il s'appelle, il m'a dit que je ronflais. Et genre ça m'a traumatisée. J'étais au bout de ma vie en mode mais non, c'est pas possible, je ne ronfle pas. Si, tu ronfles. Non, je ne ronfle pas. Si. Puis tu ronfles pas un peu, hein, tu ronfles comme une grosse vache, vraiment. Et encore j'imite mal, quoi. C'était bien plus fort. Mais après, j'étais stressée pendant 1 mois à l'idée de re-ronfler. Et je suis sûre que j'ai re-ronflé, mais voilà, j'ai arrêté les boules caisses, puis après j'ai repris parce que j'avais le choix entre pas mettre mes boules caisses et me dire que sans boule caisse, peut-être que je ronfle pas, mais ne pas dormir la nuit parce que les autres ronflent à côté. Donc au bout d'un moment, je me suis dit, je vais mettre les boules caisse, ça me permet de dormir, et si je ronfle, tant pis, de toute façon, tout le monde ronfle autour, donc je serai qu'une personne de plus, hein. Voilà. Non, mais moi, je tiens vraiment à la solitude, et c'est quelque chose que j'ai de plus en plus de mal à accepter. Je sais pas, j'ai l'impression vraiment d'être bizarre. Enfin, j'ai toujours eu l'impression d'être bizarre, mais je suis bizarre, mais par rapport à la solitude, je me dis, j'ai 25 ans. Par exemple, là, on est le soir d'Halloween. Je pourrais être en train de faire la fête, tout, mais non.
C'est pas seulement ça, c'est juste que je vis seule et que j'arrive pas à m'imaginer vivre avec quelqu'un, ça me saoulerait trop. Ou même avec n'importe qui, et plusieurs personnes, ou même en coloc, ou... Et en fait, je me rends compte que même mes amis me saoulent, en fait. En ce moment, j'ai juste envie de voir personne. Enfin, j'ai envie de voir certaines personnes, mais mes amis historiques, par exemple, en ce moment, je les évite. Tous mes projets, c'est solo. Tous mes projets de voyage, c'est solo. Et je me projette plus avec personne, en fait. J'ai l'impression vraiment que j'ai tellement à découvrir toute seule et j'ai tellement à apprendre sur moi et ça m'intéresse tellement en fait de me connaître, de connaître mon corps et de dépasser toutes mes limites et de prendre confiance en moi, ça m'intéresse vraiment. Mais voilà, c'est dans toute ce mouvement historique d'individualisation, on est dans une période où voilà, on a moins de scrupules à être égoïste parce qu'avant, voilà, nous les femmes notamment, on vivait pour la famille, pour être on était des filles, des sœurs, des mères, des épouses et puis c'est tout quoi. On vivait pas pour nous à aucun moment et maintenant qu'on peut se permettre de vivre pour nous, il reste toujours une culpabilité originelle quoi. Vraiment, moi je me sens hyper coupable. J'ai vraiment l'impression de pas être normale à préférer être seule qu'avec ma meilleure amie, quoi. En fait, j'en suis à me dire aujourd'hui que je préfère vraiment être seule qu'être avec ma meilleure amie, qu'être avec ma sœur, qu'être avec n'importe qui, qu'être avec le mec dont je suis amoureuse. Je préfère vraiment être seule. Parce que, en fait, ma compagnie ne m'ennuie jamais. Ma compagnie ne me stresse jamais, ne m'angoisse jamais. Et la compagnie de toute autre personne m'angoisse, me stresse, me met à rude épreuve parce que j'ai toujours l'impression de pas être à la hauteur. J'ai toujours ce syndrome de l'imposteur en permanence. De me dire, même mon amitié, même en famille, en fait, je suis pas une assez bonne amie, je suis pas une assez bonne sœur, je m'intéresse pas assez à cette personne, je ne l'aide pas assez, je ne l'aime pas assez et elle n'est pas assez heureuse en ma présence. Mais ça tout le temps, toute ma vie, j'ai ressenti ça. Et en fait, quand je suis avec des gens, je me mets une telle pression pour être la meilleure personne possible, la meilleure amie, qu'on s'ennuie pas, qu'on fasse des trucs super cool, que la personne s'intéresse à moi. Enfin, je mets en place toute sorte de stratégie qui me stresse en fait. Je suis jamais vraiment moi-même parce que en fait si j'étais vraiment moi-même en fait je me tairais quoi. Pour moi il n'y a pas besoin de parler forcément. Des fois on peut juste se taire et être bien ensemble. Mais ça j'ai jamais fait quoi. Et puis enfin ça se rapporte aussi au monde du travail, à tout en fait, à où je vis, avec qui je vis, c'est-à-dire toute seule en fait, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Et la compagnie quiconque en fait, ça me met toujours à rude épreuve de me dire est-ce que je vais plaire, est-ce que je vais suffire, enfin le syndrome de l'imposteur en permanence, alors que toute seule je sais que j'y arrive en fait. Je sais que j'arrive à vivre toute seule, je sais que j'arrive à travailler toute seule, je sais que j'arrive à m'aimer malgré tout et à m'occuper. Et en fait, j'ai vraiment besoin de personne, c'est chaud. Donc en fait, je suis mitigée. D'un côté, je me dis, il faudrait que je prenne confiance en moi, que voilà, j'abandonne ce syndrome de l'imposteur pour pouvoir vivre des vraies relations authentiques avec les personnes, pouvoir travailler en groupe, vivre en groupe. Supporter les vacances en groupe et voilà et être naturel. Et d'un autre côté je me dis la solitude c'est politique en fait, c'est revendiquer notre droit à rester seule en tant que femme, c'est hyper puissant. Moi autour de moi je connais
aucune femme qui est fière d'être seule, qui clame haut et fort qu'elle est seule et qu'elle en est heureuse ou fière. Enfin voilà, j'aimerais bien avoir un modèle en fait de femme qui se définit pas à travers d'autres gens, qui se présente pas comme je sais pas moi, une sœur, une fille, une mère, une épouse. Oh bon, ça c'est toute une histoire, mais voilà, je suis mitigée entre d'un côté, voilà, faut vivre avec les autres. Moi, je sais que si je vis pas avec les autres, c'est en grande partie parce que j'ai pas confiance en moi, en public avec les autres. Et d'un autre côté, se réapproprier la solitude en tant que femme, c'est puissant. Donc je suis un petit peu, voilà, je sais pas trop. J'aimerais bien savoir votre avis. Connaître ton avis. Voilà. Bonne nuit. L'enregistrement s'arrête brutalement. Je reviens de Compostelle avec un goût amer dans la bouche. Comment marcher et vivre seul, je me demande. Je rêve d'imiter la Suissesse Sarah Marquis qui parcourt des milliers de kilomètres en solitaire partout dans le monde. Elle marche seule et ne rencontre personne. C'est cela la liberté. Je choisis ce moment pour t'annoncer que je vais entreprendre un tour de France à pied. Je partirai le 1er juillet 2020 de Dunkerque pour marcher le long des côtes vers la Normandie et la Bretagne. Je vais acheter une tente et dormir à la Belle Étoile. J'ai hâte. Tu viens d'écouter l'épisode 7 de mon podcast Marie sans filtre. Je te remercie pour ton attention. Si tu apprécies mon travail, je t'invite à me soutenir sur ma cagnotte Tipeee, dont tu trouveras le lien dans ma description. Ce podcast est un projet bénévole et je ne peux le poursuivre sans ton aide. Merci.